Mesdames, Messieurs, bonsoir. Club Mediaset fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée, avec bien sûr des professionnels des médias en plateau. Et pour l'exercice ce soir, je reçois Emel Guérin. Emel Guérin est journaliste politique et consultant en communication et gestion des crises. Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir les Naïcs. Juste en face de vous, Boris Tougan. Boris Tougan, un habitué de ce plateau désormais, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir les Naïcs, bonsoir à vos téléspectateurs. Première escale de cette émission, la revue de presse hebdomadaire, c'est une livraison de Marcel Arrossi. Fixation du prix du litre d'huile, les vendeuses dans la récidive. Fraternité est descendue dans un marché. Pour ce constat, publié dans l'une de ses parutions, l'huile végétale n'est pas vendue au même prix sur tous les étalages dans un même marché. Et même quand le gouvernement pense bien faire de fixer le prix, il n'est jamais fixe, du moins pas pour le moment, selon les différents constats dont celui de Fraternité. La plupart des vendeuses d'huile des marchés périphériques s'approvisionnent au grand marché d'Antokpa à Cotonou. À ce niveau, le prix unitaire de cession varie également, ce qui serait à la base de ce comportement des bonnes dames du marché. En voici une qui s'ouvre à Fraternité. Je ne pourrais pas respecter actuellement le prix fixé par le gouvernement. J'ai un stock qui n'est pas encore épuisé. J'ai acheté le bidon de 25 litres à 32 500 francs CFA au marché de Dantokpa, alors que le gouvernement n'avait pas encore fixé le prix du litre. Et en face, un consommateur qui appelle l'État au secours. Je cite, « On prenait l'huile à 600 francs le litre à une époque donnée, mais aujourd'hui, il est vendu au double. C'est vraiment difficile. » Et pourtant, Patrice Talon 2, un an après son investiture, le mandat hautement social est bien amorcé. C'est selon le quotidien de service public La Nation. La dernière preuve en date citée par le journal est la batterie de mesures prises par le gouvernement pour atténuer la cherté de la vie. L'ensemble de ces mesures est estimé à plus de 80 milliards de francs CFA. Le journal parle aussi de 55 milliards de subventions bénéficiées par le secteur agricole. Avant de rappeler que le gouvernement prévoit d'ici la fin de l'année de revaloriser les salaires des agents de la fonction publique et de relever le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, de 40 000 à 52 000 francs CFA. Supposée fraude dans la sélection de 54 guides du tourisme, Jean-Michel Abimbola dit non et clarifie. La presse du jour rapporte que dans ses propos liminaires en conférence de presse, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a rappelé l'ambition et la détermination du gouvernement de mettre le produit touristique béninois aux normes et standards internationaux. Fraternité, en publiant la liste des 54 candidats sélectionnés sous réserve d'éventuelles réclamations, affirme qu'il s'agit d'une sélection dans les règles de l'art, un travail de qualité, des cadres intègres et rompus à la tâche qui a abouti à un résultat honorable. Trafic d'engrais dans le septentrion du Bénin, des Béninois veulent mettre à genoux leur pays. Commentaire de Gaston Dossoui, ministre en charge de l'agriculture. Fraternité qui semble l'accompagner dans le même sens parle d'un boulevard ouvert à la famine parce que les agents de la police républicaine auraient, durant tout le mois de mai, mis la main sur d'importantes quantités d'engrais illicitement détournés dans plusieurs villes du Bénin, notamment dans le septentrion. D'après un rapport donné par Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine et relayé dans des médias comme Fraternité aussi, le média prévient que le rendement attendu peut ne pas être au rendez-vous. Réglementation du bruit en agglomération au Bénin, la vraie lutte commence enfin. D'un décret à un autre, la chasse aux pollueurs sonores se poursuit selon Fraternité. Force doit rester maintenant à la loi. Mobilisation contre le terrorisme, le Bénin priorise la sécurité intérieure. Allusion faite à la réclamation par le Bénin du retour progressif de ses soldats déployés au Mali. De cette décision, Fraternité pense que le Bénin ne lâche pas la cause du Mali, mais qu'il fait plutôt le choix de la défendre à ses frontières déjà en feu. Il pourrait s'appuyer sur une expertise gagnée sur un terrain de bataille redouté et qui certainement aidera à développer de meilleures stratégies de lutte contre les djihadistes
existe au nord Bénin, poursuit le journal. Si, là-bas, leur utilité pour contrer les terroristes est manifeste et qu'ils ont appris de leur séjour au pays de Goïta, par ici, leur engagement patriotique pour la sauvegarde de l'intégrité nationale devrait être double selon Fraternité. Les jours des contingents africains de la mission onusienne au Mali sont-ils comptés? Se dirigerait-on vers le rétrécissement des contingents africains engagés au Mali dans le cadre de la mission onusienne? Des questions posées par le journal de Brazza. Avec ce média, nous retenons novembre 2022 pour ce processus qui a démarré selon le porte-parole adjoint de l'ONU. Le journal de Brazza admet que les autorités béninoises sont résolues à renforcer la sécurité dans la partie nord, proche du Burkina Faso et du Niger. Le journal n'exclut pas la possibilité que le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire suivent l'exemple du Bénin, car soumis à la même pression djihadiste, ce qui risque, reconnaît le journal de Brazza, de représenter une menace sérieuse pour la poursuite de la participation des Africains à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Croix du Bénin, élection législative de 2023, l'Église dans la dynamique du dialogue constructif. Matin libre, développement d'une économie avec des emplois précaires à Mengbedji et à Moussou, des avis divergents. L'autre vision, refus de répondre à l'appel de la conférence épiscopale du Bénin, candidat Zanaï fait l'option de la solitude politique. Le Télégramme, affrontement entre les forces de sécurité béninoises et militaires nigérians, un militaire tué et des blessés graves à Kabo, Tchaourou. Vif d'Afrique, durée des transitions au Mali, au Burkina et en Guinée, un sommet de la CEDEAO pour trouver un accord. Merci donc à vous, Marcel Arrossi. Et juste derrière la revue de presse hebdomadaire, la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Boris Touga, 23 mai 2021, 23 mai 2022, déjà un an au compteur du deuxième mandat de Patrice Talon, un mandat, on le sait, placé essentiellement sous le sceau du hautement social. Un mandat placé sous le signe du hautement social, comme l'a annoncé le chef de l'État dans son discours d'investiture. Et nous avons des indices. Mais pour ma part, quand on veut analyser le parcours d'un chef d'État, c'est sous 3 prismes. Le prisme économique, social et politique. Au niveau de l'aspect politique de la gouvernance du chef de l'État, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées parce que les institutions de classement ont estimé que le Bénin a fait des efforts dans cette période de crise globalisée où tous les pays sont touchés par les effets pervers du Covid et la guerre qui est en cours en ce moment. Donc, ces institutions ont estimé que le Bénin peut être maintenu avec une note B+. Cela veut dire que, comme on le dit souvent dans ma langue, malgré la sueur du singe, on ne sent pas, mais il y a des efforts qui sont faits. Du point de vue des impacts directs qu'on peut avoir, c'est que il y a eu des accords qui sont signés avec des entreprises pour que ces entreprises s'installent. Ces décisions sont prises souvent en Conseil des ministres où les entreprises ont des facilités et qui puissent leur permettre, c'est à travers le coût d'investissement où on leur accorde des accompagnements par rapport au paiement des taxes douanières, par exemple, pour que on relance la consommation. Parce que quand ces entreprises ont ces facilités, ça agit sur le coût de la production. Donc, il y a ces efforts qui sont faits. Et vous allez constater qu'il y a un travail énorme qui se fait au niveau de la zone franche industrielle de Glodjibé. Et
si vous faites un tour là-bas, vous allez constater que le Bénin, économiquement, a commencé par vivre. Et ce qu'on n'a pas constaté depuis des années. Donc moi, je pense que le premier quinquennat du chef de l'État a été mis à profit pour installer un fondement. Parce que, pour ma part, les prouesses économiques ne sont pas comme des cheveux sur la soupe. Nous avons une batterie de dispositions qui doivent être prises. Donc, je constate que le premier mandat a été mis à profit pour installer ces dispositifs-là. Et pour moi, ce sont des réformes structurelles qui permettent d'avoir des résultats. Et les résultats aujourd'hui sont perceptibles. Et pour ce qui est du hautement social, promis? Pour le hautement social, moi, je pense que, en principe, on ne devait pas réclamer du hautement social. Il suffisait seulement que chaque élément du tissu social joue son rôle. Mais le gouvernement a pris l'option d'injecter des subventions directement. Sinon, dans certains pays, le kilo de riz, par exemple, est à 1500. Mais le gouvernement a fait l'option d'injecter, par exemple, 80 milliards pour subventionner les produits de première nécessité comme le carburant et autres. Et pour moi, ce que nous devons faire en amont, c'est de surveiller le processus d'importation et de mise en consommation pour que ces 80 milliards n'aillent pas dans les poches. Parce que le chef de l'État a pris la décision politique. Mais il ne peut pas se mettre derrière chaque citoyen pour qu'on ait les résultats. Donc nous devons sensibiliser les populations au fait de veiller à ce que les commerçants véreux ne profitent pas de cette manne-là. Sinon, nous allons parler de l'argent, mais on n'aura pas d'effet sur le terrain. Emile Guérin, 1 an déjà pour le compte du deuxième mandat de Patrice Talon. Oui, ça va vite aussi. Et on ne peut pas parler de son... Vous dites deuxième mandat, je ne crois pas que c'est la terminologie que lui-même utilise, il dit second mandat. Donc c'est selon lui-même, voilà. Et donc, quand on parle de hautement social, ça veut dire simplement que si nous nous référons aux 5 dernières années, ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'a pas fait du social, ce qui est un gros problème pour la population. Pourquoi? Simplement que pour apprécier un dirigeant, il n'y a que le peuple, il n'y a que les électeurs, il n'y a que la population qui l'a mandaté, qui puisse apprécier par rapport aux effets qu'il ressent dans sa gestion. C'est vrai qu'il y a eu des points positifs et aucun gouvernement ne peut qu'avoir des points négatifs. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Il est là d'ailleurs pour ça. Les infrastructures, lui-même l'a dit quand il venait en 2016, qu'il n'était pas nécessaire de féliciter un chef d'État pour avoir fait ces choses parce que c'est son devoir. Donc on ne peut que demander et demander plus à un chef d'État. Maintenant, quand on me dit économiquement le Bénin va mieux, je suis un peu mitigé. Je ne prendrai que les propos même de nos gouvernants, du gouvernement. J'ai entendu il y a quelques mois le ministre de l'économie dire que l'économie béninoise se portait tellement bien que nous pouvions résister aux chocs, aux crises exogènes. Il a dit. Quelques mois après, nous étions face à une crise exogène, la Covid-19, et puis la guerre en Ukraine. Ce sont des crises mondiales. Oui, mais exogènes. Et on n'a pas pu résister. Les 80 milliards, ce ne faisait pas partie du hautement social dont avait parlé le président Talon quand il prenait le pouvoir. Et je me rappelle, lors du lancement de sa campagne pour son second mandat, il a dit que nous avions suffisamment d'économies pour en profiter maintenant. Ça veut dire, en principe, on ne devait pas s'inquiéter. Or, ça me rappelle, en 2008, Nicolas Sarkozy, quand il venait, il a été foudroyé par une crise mondiale. Ça l'a empêché d'appliquer la politique qu'il avait mis en place dans son programme d'action. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui pour le second mandat du président Talon. Cette crise ne dépend pas de lui. Il ne peut rien. C'est une crise. Ce sont des crises mondiales. Peut-être que la crise covidienne va revenir, mais ce qui est sûr, la guerre en Ukraine va durer. Et il a dit lui-même quand il était face aux syndicats que personne ne maîtrise la situation et que demain on peut acheter le gasoil à 2000, à 5000, où il peut y avoir des pénuries. Alors si nous sommes face à cette situation,
qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire simplement que nous n'avions pas pu prendre des mesures d'anticipation, des mesures préventives pour dire il faut stocker, il faut prémunir. Quand vous aviez suivi la revue de près tout à l'heure, il y a des intrants qui sortent. Et moi, ça me fait très peur. Parce que l'État lutte contre ce phénomène. Justement, c'est ça, justement, l'État le fait. Mais les populations, je crois, le président même a compris, ceux qui dirigent, en parlant d'un pays de pagailleurs, je ne pense pas qu'ils disaient faux. Hein. C'est ça qui se voit, parce que chacun veut aller à son profit, chacun veut ses intérêts. Si les étrangers sortent du pays, comment vont faire les agriculteurs? Ça veut dire que la vie va devenir chère. Et ça ne dépend pas du chef de l'État. Donc je pense qu'ils ont... Mais en amont, le gouvernement a facilité l'acquisition des intrants pour le compte des agriculteurs, des paysans, des producteurs. Oui, voilà que des personnes se permettent de luxe d'aller revendre ailleurs. C'est ça le problème. Et ça, on ne peut pas incomber au chef de l'État. Ce n'est pas de sa faute si ça se passe ici. Comment il peut contrôler tout ça? Il y a aussi la crise sécuritaire qui est là. Peut-être qu'on va en parler. Donc moi, je pense un syndicat, quand il les avait rencontrés, un des syndicats avait dit qu'il n'avait pas envie d'être à sa place. Donc les mois à venir, les années à venir seront très durs et très difficiles parce que la caillotte qui est là n'est pas suffisante pour suffire tout le monde, puisque tout le monde attend de lui. Et quand je pense à la jeunesse, la loi sur l'embauche, je crois que c'est une juvénicide. C'est grave pour moi parce que là, ça ne permet pas réellement aux jeunes de sauvegarder leur emploi. Nous sommes dans une population où nous avons 72% de la jeunesse et donc il faut revoir cette copie-là. Heureusement que bientôt nous aurons les élections législatives et peut-être que les députés vont se pencher sur la question. Le chef de l'État lui-même devrait en avoir conscience. Moi, ce dont je suis amoureux, c'est le programme qu'il a élaboré en 2016. Je lis et je relis et je constate qu'il n'a pas eu le temps de l'appliquer exactement et c'est dommage. Vous partagez ce point de vue de Emel Guérin, Boris Tougan? Non, contrairement à mon vis-à-vis, moi je pense que le chef de l'État est en harmonie avec son programme sur lequel il a fait campagne en 2016. Et contrairement à ce à quoi nous avons assisté les années antérieures, la démarche de ce gouvernement est une démarche méthodique qui est basée sur le respect de la programmation. Ce qui fait que, à un moment donné, on a l'impression que rien n'est fait, que rien ne bouge. Mais, in fine, on se rend compte que il y a un travail qui se fait sans bruit. Au départ, moi, j'étais un peu sceptique par rapport à la publication des images par rapport à certains ouvrages. Mais quelques années après, je me suis rendu compte que les résultats sont frappants. Vous entrez dans certaines agglomérations, vous voyez qu'il y a une transformation profonde qui se fait. Mais rien n'est fait dans la précipitation. Quand ce n'est pas prévu, un exemple, même si des populations expriment des souhaits ou des attentes qui ne sont pas prévues au PAG 1, il n'y aura pas de réponse tout de suite. On enregistre et on traite. Et c'est ce qui a généré le PAG 2. Donc, il faut savoir que ce commandant en chef, qui est le chef de l'État, n'est pas dans la précipitation ni du populisme. Il suffit seulement de faire un tour sur les chantiers, vous allez voir la rigueur qui est implémentée. Donc, nous devons constater que en 2014, on a tôt fait d'applaudir des choses qui ne sont pas construites avec des matériaux définitifs. On a construit des salles de classe avec des comptes plaqués. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là ont fait l'option de faire les choses de façon durable. Et moi, je pense que c'est la meilleure option. Parce que si nous ne tenons pas compte de nos exigences dans 5 ans, 10 ans, et que nous faisons les choses pour contenter les populations maintenant, demain, ce sera difficile à gérer. C'est pour cette raison que quand les travailleurs ont voulu, et c'est de bonne guerre, les travailleurs ont voulu par exemple qu'on amène le SMIC à 80 000.
si le chef d'État voulait tenir un discours politique, il aurait pu dire d'accord pour contenter tout le monde. Mais en face de lui, les réalités du moment, moi je pense que c'est prudent de patienter pour que le Bénin puisse avoir les moyens, parce qu'il s'agit de masse salariale. Si vous dites, nous passons de 51 000 à 80 000, il faut avoir les moyens pour combler ce gap. C'est un engagement lourd. Voilà. Donc, je pense que nous devons passer les analyses en fonction des faits que nous avons sous la main. Si on dit, il y a 5 ans, quel est le visage de le boulevard de la Marina? On aurait pu précipiter les choses et aujourd'hui, on n'aurait pas le même résultat. J'ai vu une majestueuse statue qui... on ne peut pas dire que ce n'est pas bien fait, mais ça a mis le temps que ça devait mettre. Et que répondez-vous à Emel Guérin en ce qui concerne les mesures d'anticipation et de riposte contre la Covid-19 et puis le conflit russo-ukrainien? Bon, vous savez, les techniciens vous diront que ce n'est pas une situation prévue. On n'a pas prévu qu'il y aurait guerre entre ces deux pays-là. Donc, s'il y a une crise, c'est au moment du déclenchement de la crise qu'on va trouver les solutions. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement devait avoir prévu ce genre de situation. Et vous avez constaté qu'on a mis des subventions par rapport aux produits qui ont connu de surenchère quand la guerre a commencé. Donc, c'est tous les pays. Même en France, les gens ne peuvent que gérer. Parce que c'est une situation ponctuelle. C'est une situation qui n'est pas structurelle. C'est une situation conjoncturelle. Donc, si aujourd'hui on nous dit que certains disent que cette guerre n'a pas d'impact sur le Bénin, non, c'est pas conséquent. Aujourd'hui, le monde est globalisé. Le lait qui quitte l'Ukraine vient ici, vice-versa. Donc, les Béninois peuvent produire des biens de consommation qui peuvent aller en Ukraine. Il y a des étudiants béninois dans ces pays-là. Donc, on n'a jamais prévu que l'État dégage une subvention en dehors des bourses qui sont prévues. Donc, on ne peut pas faire de l'alchimie. On ne peut pas utiliser de poudre à perlimpinpin pour régler les problèmes de cette nature-là. On ne peut pas faire de la magie. L'État a également subventionné les prix des produits de première nécessité sur le marché. Emel Guérin. Oui, c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait. Au contraire, je dis, je me base sur les propos du chef de l'État. Et j'ai toujours dit qu'il est le seul, c'est le seul pour ma part, qui exprime vraiment sa pensée quand il veut dire les choses, parce qu'il le dit très franchement. Et il a été très franc. Je pense, pour ma part, de bonne foi avec les syndicats la dernière fois, en disant si la crise perdurait, ce sera grave. C'est ça la vérité, M. Tougan. Ceux qui nous gouvernent même sont conscients de la situation. Vous avez dit que c'est une conjoncture mondiale. Et c'est justement là, moi, mon problème, parce que moi, je suis anti-mondialisme. Et là, la politique de ce gouvernement est ultra-libéraliste. Et c'est ça, justement, que lui-même, il s'en est rendu compte. Et il dit, je ferai du rehaussement social. Celui qui dit qu'il fera du rehaussement social, ça veut dire qu'il est conscient d'une situation insuffisante et qu'il veut corriger. Donc, on vient de commencer, 1 an seulement. Et, paf, il est confronté à des crises. Qu'il vous souvienne que même au niveau de l'inflation, de la cherté de la vie, cela avait commencé il y a quelques mois, sinon même 2021, où le gouvernement nous avait dit que c'était pas pénurie de pluie, parce que la pluie, il ne pleut pas assez. Ah, et puis, nous voici encore face à d'autres crises. Donc, c'est des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Et je peux vous dire que les finances mondiales ont pris un coup sérieux, au point où vous pensez que les pays, ou je ne sais pas, les institutions vont nous prêter de l'argent pour augmenter le SMIC. Aucune institution financière internationale ne fera ça. Et ils savent, ils ne le font pas. Sinon, qu'aurait signifié les différents
programme d'agents structurels depuis 30 ans que les pays africains ont subi. C'est justement ça, pour dégraisser les charges de l'État. Et donc moi je pense, pour ma part, que ce gouvernement, enfin, le deuxième mandat de Patrice Talon sera très dur pour lui, compte tenu de la situation mondiale. Et ça, il ne peut rien par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il a compris. Et ce qu'il n'a jamais fait, il a fait. Pourquoi il a dépêché ses ministres ou ses représentants pour aller expliquer aux populations? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a d'abord un sentiment de peur. Comment la population peut... Pas forcément un sentiment de peur. L'État a déployé une batterie de mesures afin de contrer la cherté de la vie. Il fallait aller au contact des populations pour leur expliquer un peu. Est-ce que vous savez ce que c'est que diriger? Ce n'est pas facile de diriger. C'est pourquoi moi je dis il faut toujours prier pour nos dirigeants pour qu'ils aient l'inspiration divine pour réussir. Parce que quand un dirigeant échoue, ça ne nous arrange pas. Je préfère que le président Talon réussisse très bien. Et nous allons bénéficier de la population. C'est ça justement ce que je suis en train de dire. Donc ce n'est pas facile de diriger. Et lorsque vous êtes face à une situation que vous ne maîtrisez pas, donc vous n'avez pas les leviers, vous êtes obligé d'aller expliquer. C'est comme un chef de famille qui, à un moment donné, la situation lui échappe, il appelle sa famille, il lui explique ses inquiétudes. C'est une démarche pédagogique. Mais bien sûr, mais il ne l'a jamais fait. Vous vous souvenez qu'on critiquait même le gouvernement précédent de Yahi d'avoir tout le temps fait ces choses. Maintenant, le président Talon, quand il arrive, vous vous souvenez que, comme il a dit, il ne voulait pas mettre tellement l'accent sur la communication. Maintenant, il est à l'épreuve du pouvoir et il sait qu'il faut communiquer. Et la communication, c'est l'arme du 3e millénaire. Il n'a pas le choix, il faut dialoguer avec sa population. Boris Sougan, cette démarche pédagogique a tout son sens, à votre avis? Pour moi, cette démarche a un seul objectif, c'est de désinfecter les populations qui ont été en prise à des suppôts à la désinformation et au sabotage. Moi, je pense que cette décision est tombée à pic. Maintenant, je pense que passer cette étape, il faut aller au charbon et travailler. Parce que moi, je ne souhaiterais pas que ce régime qui fait si bien les choses retombe dans la propagande que j'avais condamnée chez le régime défunt. Pour moi, il faut travailler. Ce sont les résultats qui puissent nous permettre de lever la tête. Nous allons à présent évoquer le sujet relatif à la pollution sonore. Le gouvernement a décidé de siffler la fin de la récréation. L'émission de bruit par les moulins, les forges, discothèques, bars, restaurants, véhicules de publicité sonore, mosquées et églises est désormais interdite. Les jours ouvrables de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin et les jours de repos de 20h à 10h du matin. Emile Guérin. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Patrice Talon, ce que j'apprécie. Moi, je milite toujours pour un État fort. Il y a des mesures très fortes qui sont prises pour montrer la force de l'État. Si vous avez un État fort, je crois que le pays marche. Et c'est une très bonne décision parce que là, c'était un bazar partout dans les quartiers où, en temps même, vous voyez tous les week-ends des bâches qui sont dressées même devant votre portail sans autorisation. Des bars partout. La pollution sonore, c'est une vraiment gangrène dans notre pays et une décision, je ne peux que la saluer, c'est sage. Et donc, voilà l'une des mesures qui, ma foi, arrange la population, la majorité de la population. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un gouverneur doit penser à sa population, doit penser qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre sa population à l'aise. Et voilà l'une des mesures qui arrange la majorité des Béninois. On veut dormir tranquille, on veut faire la sieste tranquille, on veut vivre tranquille chez soi, pendant que une tierce personne nous emmerde dans la sonorisation à outrance. Je crois que c'est une bonne chose. Boris Sougan, c'est un phénomène à la peau dure. Pensez-vous que ce décret va pouvoir, enfin, mieux l'endiguer? Bien sûr que oui. Pour rappel, le décret qui réglementait la pollution sonore au Bénin datait de 2001, le décret 2001-294 du 8 août 2001. Et compte tenu du nouvel environnement du Bénin qui est parsemé de nouvelles industries et le boom économique que l'on constate, il y a de nouvelles industries qui s'installent
Donc, le gouvernement a fait ce constat et a estimé que, compte tenu de la désuétude de décret cité plus haut, il faut prendre de nouvelles dispositions pour protéger les populations. Parce que, comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, la pollution sonore au Bénin a atteint un seuil qui est devenu inquiétant. Quand vous allez dans certains milieux de plaisir, c'est-à-dire les restaurants et les bars, vous demandez d'où est-ce que les gens sortent ces matériels de sonorisation. Il y a un vacarme assourdissant. Voilà, donc il faut en tenir compte pour protéger les populations parce que ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire les nouveaux horaires dans lesquels il faut rester pour jouer de la musique, par exemple. Entre 13h et 15h, il faut faire une pause. Et moi, je pense que c'est cela que moi, je qualifiais de réforme structurelle. Et dans tous les secteurs d'activité, vous allez vous rendre compte que l'État prend désormais soit des lois cadres, soit des décrets. Et moi, je pense que c'est un travail de fond qu'il faut continuer. Parce que, comme le disait tantôt M. Guérin, l'installation des bâches pour les cérémonies dans nos localités ne tient plus à rien. On ne sait plus qui est autorisé, qui ne l'est pas. Et on ne sait plus si c'est contrôlé. Pour moi, ça me pose un problème. Tout ceci est désormais réglementé. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a dit que même pour les publicités promotionnelles, il faut une autorisation du maire. Et que cette autorisation ne pourra pas dépasser 48 heures. Et le nombre de décibels est aussi encadré, c'est 80. Ça veut dire que ce à quoi moi je m'attends, c'est qu'il faut que la police environnementale soit outillée pour descendre et faire des contrôles pour pas que ce décret que moi je qualifie d'une bonne décision ne soit pas juste sur papier. Parlant de contrôle, Emile Guérin, il y a des promoteurs de bars et restaurants qui offrent des pots de vin à certains policiers afin de pouvoir toujours végéter dans l'irrespect des tests. Et ça se passe toujours, ça se passera toujours. Mais je pense, j'ai noté, pour faire la part des choses, il y a eu des changements. J'ai comme l'impression aujourd'hui que l'administration publique a beaucoup plus peur de bien faire les choses parce que les sanctions sont là. J'ai beaucoup entendu dire attention, cette fois-là, ça ne s'amuse pas. Donc si quelqu'un se fait le plaisir, enfin, prend le risque d'être surpris, vous savez, la corruption, c'est dans tous les pays, hein, et dans toutes les composantes de la société, et ça ne manquera pas, ça c'est évident. Mais si un habitant se plaint d'un bar qui est à côté et dont le décibel est très élevé, alors là, je crois que ce sera réglé. Et je pense qu'on pourrait mettre aussi un numéro vert pour la police environnementale, pour que facilement on puisse les appeler, les prévenir pour dire dans telle zone il y a telle situation qui est incongrue qui se passe et puis ça va pouvoir marcher. Mais c'est déjà une bonne décision, un bon début. Ça ne peut pas marcher tout de suite comme une mayonnaise, mais avec le temps ça va forcément marcher. Et puis il faut rencontrer aussi les promoteurs de bars et les sensibiliser. C'est vrai que les responsables de la police le font, mais il faut continuer à leur dire. Parce qu'en fait, quand vous allez dans un bar pour prendre une bière, ce n'est pas forcément de la musique que vous avez envie d'écouter. Ce n'est pas une boîte de nuit. Presque tous les bars aujourd'hui sont devenus des boîtes de nuit. Et franchement, c'est fastidieux. Boris Tougan, dans les mosquées et églises, on doit pouvoir aussi adorer Dieu sans faire du bruit. Non, il faut dire que le décret ne fait pas la part belle à tel ou tel. C'est-à-dire que quand vous décidez à installer un matériel de sonorisation, vous devez tenir compte de ces paramètres-là. Mais je voulais rebondir sur l'aspect des policiers qui seraient corrompus. Aujourd'hui, moi, je fais un constat que la corruption, pour ma part, de ma position, a diminué de 70 à 80%. Moi, il m'est arrivé aujourd'hui, depuis 2000, je crois, j'ai constaté ça en 2018, que j'ai donné un billet de 5 000 à un policier qui a refusé.
m'a dit... Vous êtes un corrupteur. Non, non, puisque je n'étais pas... J'étais au volant et au téléphone. On revient à ma question en ce qui concerne les lieux de culte. Bon, pour les lieux de culte, il n'y aura pas d'exception à la règle. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de se conformer. Et je pense que nul n'est censé ignorer la loi. Les imams et autres responsables, surtout, je ne veux pas stigmatiser, mais il y a certaines confessions religieuses qui ont bousillé toutes les limites. Là, ils seront obligés de revenir en arrière pour considérer les nouvelles exigences, pour ne pas se retrouver coincés dans les étaux de la loi. Emel Guérin, lutte contre le terrorisme, on va évoquer à présent les hommages de la nation aux 5 soldats tués lors de l'attaque terroriste du 11 avril dernier dans le parc de la Pendjari. Ce sont des soldats qui sont tombés au front en défendant la patrie. Vous savez, moi j'ai une affection particulière pour nos hommes en uniforme parce que c'est eux qui vont sacrifier suprême, c'est eux qui protègent la nation, c'est à eux que le peuple a délégué le pouvoir de nous défendre. Donc c'est un hommage bien rendu et il faut aller au-delà de ça, prendre leur famille en charge. Et parce que c'est pas facile de faire ce métier aujourd'hui lorsque nous sommes en face à une guerre asymétrique. Le terrorisme djihadiste, c'est une guerre asymétrique et nos armées ne sont pas formées pour. Je ne parle pas seulement pour le Bénin, pour le monde entier. Très peu de pays arrivent à résister, arrivent à contrer cela. Donc je pense qu'il faut les soutenir maintenant, puisque le chef de l'État d'ailleurs annoncé avoir pris des mesures de nouvelles commandes en armement pour soutenir notre armée et d'ailleurs faire revenir nos soldats qui sont au Mali. Je crois que c'est une décision pragmatique puisque le Mali même n'en a plus besoin. Toutes les forces qui sont présentes au Mali sont pratiquement mortes déjà. Récemment, le G5. Donc c'est normal que nos forces reviennent pour venir nous défendre. On dit souvent que il faut, avant d'aller balayer la cour de ce prochain, il faut balayer sa propre cour d'abord. Donc je pense que c'est un hommage bien rendu à ces policiers, à ces soldats, et mes condoléances à leur famille. Il ne faut pas que le gouvernement abandonne la famille de ceux-là. Boris Tougan, ce n'est pas une première, c'est désormais une tradition pour le gouvernement de la rupture. Déjà en février dernier, il y a des hommages à titre posthume qui ont été rendus à 7 autres martyrs de la République qui sont tombés sur le champ d'honneur. Oui, c'est désormais une habitude pour le chef suprême des armées de reconnaître la bravoure de ces soldats qui sont tombés les armes à la main. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais comme le disait tantôt mon vis-à-vis, moi, je veux plus d'implication du chef de l'État. Parce que depuis le début de cette cérémonie, c'est la vice-présidence qui est souvent aux manœuvres. Mais je souhaiterais que la prochaine fois, par exemple, le chef de l'État lui-même aille pour le faire, et même après ça, passer de voir les éléments sur le terrain, ça pourrait les galvaniser. Moi, je pense que ce que nous traversons est une crise majeure et tout le monde doit se retrousser les manches parce que l'objectif de ces terroristes, c'est d'accéder aux côtes. Et c'est le défi. Donc, en tant que commandeur en chef, en dehors des décorations à titre posthume, le chef de l'État, je souhaite qu'il descende sur le terrain pour qu'on sente vraiment que la reconnaissance, c'est lui qui l'a ordonné, mais qu'il est vraiment en harmonie avec la troupe. Voilà, ce sont mes attentes. Ouvrons à présent notre fenêtre sur le monde, c'est dans la rubrique Interactu. Au Sénégal, il y a une tragédie qui fait qu'il y a une forte émotion dans le pays. Dans un hôpital situé à l'ouest du pays, justement, l'hôpital de Tivaouane, un court-circuit a déclenché un incendie qui a causé la mort de 11 bébés. De vives émotions partout au Sénégal. Emel Guérin.
Oui, c'est triste et ce n'est pas la première fois. Le 21 avril 2021, il y a eu 4 bébés qui étaient morts dans un hôpital au nord du Sénégal. Le 8 mai dernier également, il y a eu un bébé qui était donné mort, déposé à la morgue. Quelques minutes après, le parent l'a retrouvé vivant, mais l'enfant est décédé après. Donc, il y a un problème récurrent. Il y a une crise majeure au sein des hôpitaux publics du Sénégal. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le président Macky Sall a limogé son ministre de la Santé, qui n'était même pas au pays quand ça s'est passé. Quand on parle souvent de court-circuit électrique, ça veut dire qu'il y a vraiment une défaillance dans ces hôpitaux, et c'est surtout les hôpitaux publics. Vous voyez que donc le problème est récurrent au Sénégal. Il faut prendre des mesures appropriées pour éviter ça. C'est un drame national. Et ça a poussé d'ailleurs le chef de l'État à prendre 3 jours de deuil national à partir d'hier déjà. Donc c'est vraiment triste pour ces bébés qui sont morts. Boris Sougan, ce drame remet en lumière les carences du système sanitaire public dans les pays africains, comme le soulignait Emel Guérin. Oui, mais spécialement au Sénégal, j'ai comme l'impression qu'il y a une fuite de responsabilité. Parce que 2001, 2021, et même cette année, il y a eu en début d'année, il y a eu déjà des incidents similaires. Et ça ne fait pas bien. Surtout en néonatologie, où ce sont les êtres sensibles. Si c'était chez des adultes, je comprendrais. Mais dans un hôpital, les endroits qui doivent être les plus sécurisés, c'est les endroits où il y a les enfants. Et quand je vois, j'imagine le spectacle, c'est effroyable. 11 bébés. Dans des incendies, moi, je me pose des questions. Moi, je ne pense pas qu'on puisse seulement limoger le ministre de la Santé comme l'a annoncé le président Macky Sall sur son compte Twitter. Il faut aller plus loin parce que ça ne s'explique pas. Je pense que nous devons faire preuve de responsabilité quand on nous confie des responsabilités, quand on nous confie des tâches. Ces légèretés sont pas tolérables. Donc, je pense qu'au niveau du Bénin, nous pouvons tirer le son de ces drames-là pour qu'il y ait plus de sérieux, surtout dans le secteur de la santé. Parce que vous soyez ministre, député, quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez, un jour, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Donc je pense que nous devons avoir un regard sur le secteur de la santé. C'est très important. Emel Guérin, le limogeage du ministre sénégalais de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, n'est pas forcément la solution. Oui, mais vous savez, vous venez de soulever la carence. Ça veut dire que c'est récurrent cette histoire. Je me souviens même à Kaolack, le 8 mai dernier, il y a une femme enceinte qui a été laissée pendant près de 20 heures alors qu'elle avait besoin d'une césarienne. Et puis elle est décédée après. Ouais, donc quand ces faits sont récurrents, le président n'a pas le choix. Il est politique. Il faut qu'il contente aussi sa population, les familles qui sont choquées. C'est un choc extraordinaire. C'est une image lugubre. Ailleurs aussi, ça peut se faire. Ça veut dire qu'il a de bonnes raisons de lui reprocher un certain nombre de choses au ministre de la Santé. Maintenant, quelles sont les mesures? Puis il y a d'ailleurs une enquête qui a été ouverte, qui est diligentée, pour pouvoir savoir réellement les causes, comment ça s'est passé, à quel niveau c'est sur les responsabilités, pour que ceux qui sont responsables soient traduits devant la justice et subir les rigueurs de la loi. Maintenant, pour les 11 bébés, les familles, il faut vraiment les dédommager. Je crois que ça doit être fait forcément, puisque c'est un hôpital public. Il y a l'assuré qui est l'État, donc quelque chose doit être fait forcément à l'endroit des familles. C'est vrai qu'une compensation financière ne remplace jamais une vie humaine. Donc c'est tout triste, c'est tout malheureux quand même. Il faudra également un accompagnement psychologique des mamans et des papas de ces bébés. Forcément. Puisque c'est une tragédie qui peut affecter la psychologie des victimes. Que vous imaginez que un enfant qui est déjà né
vous avez fait 9 mois de suivi et patatras, c'est dans un hôpital que votre enfant est cramé, ça vous traumatise. Absolument. Mais indépendamment de ça, j'ai comme l'impression que nous ne devons pas prendre ce drame-là comme quelque chose qui s'est passé au Sénégal seulement. Il y a des cas de négligence dans les hôpitaux aussi au Bénin, absolument, où les femmes enceintes en travail sont abandonnées. Moi, je pense qu'il y a une direction au niveau du ministère de la Santé qui s'occupe de la médecine hospitalière, qui doit tenir compte de ces incidents-là pour mettre plus au point les procédures. Parce que c'est une question de procédure dans les hôpitaux. Si on n'affine pas bien les manuels de procédure, la vie humaine peut y passer. Mais il y a aussi, il faut noter, il y a aussi les sanctions. Les sanctions, comme pour le cas de Sénégal, les sages-femmes qui sont à l'origine du drame du 8 mai, qui ont laissé la femme enceinte mourir, ont copé seulement de 6 mois de prison. Certains sont relâchés. Mais s'il y a des sanctions fermes, bien fermes, je pense que nos soignants publics vont prendre leurs responsabilités pour mieux s'occuper de nous. Ça, c'est le vrai problème. Je reste avec vous, Emel Guérin, toujours à l'international. Il y a un autre drame aux États-Unis, précisément au Texas, où un jeune homme a ouvert le feu dans une école primaire publique, provoquant la mort de 19 enfants et de 2 enseignants. Ah oui, ça c'est une tragédie lugubre encore. Ces faits sont pratiquement culturels, même civilisationnels aux États-Unis. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis prévoit que chaque habitant est libre de posséder une arme à feu. Et ce garçon qui a 18 ans s'était offert 2 armes à feu. Vous voyez, pour ces 18 ans, il y a même des parents qui offrent des armes à feu aux enfants pour leur cadeau d'anniversaire. C'est grave. Alors que vous voyez aujourd'hui, il y a même des ONG ou des centres chez nous aujourd'hui où on vend de moins en moins des jouets d'armes aujourd'hui chez nous. Mais aux États-Unis, c'est une culture d'avoir une arme à feu pour se protéger. Sauf que au moment où cette législation était faite, les choses étaient différentes. Aujourd'hui, le monde a évolué. Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Mais il y a un lobby, le NRA, qui tient même sa convention. Actuellement, ils ont commencé hier. Donald Trump y est d'ailleurs évité, où ils estiment que non, ce n'est pas eux qui ont poussé ce garçon à aller à l'extrême, qu'il est d'ailleurs très violent et isolé. Mais je pense que le problème de la question de la réglementation des armes par des civils se pose encore, où le président Joe Biden implore Dieu de dire comment ça va se passer. Ils n'ont pas la solution, parce que pour y arriver, vous avez une Cour suprême qui est très à droite, très suprémaciste, qui ne va pas laisser passer. Et il faudra aussi avoir une majorité au niveau du Congrès, donc du Sénat et de l'Assemblée, pour que cette loi puisse passer. Mais à l'heure actuelle, à moins en novembre prochain, il y aura les élections du mandat, les choses sont, mais je ne crois pas que pour les années, même les 10, 20 années à venir, les États-Unis puissent changer cet état de choses. C'est simplement dramatique. Et dans une école où vous aviez 500 enfants et que quelqu'un entre sans contrôle, d'abord il a provoqué d'abord un accident. Il faut voir, tel que ça s'est passé, ce garçon est bien entraîné. Il est entré, il a prêté dans différentes classes pour fusiller les enfants, et dont 2 enseignantes. Franchement, c'est pathétique, c'est lugubre. Boris Tougan, ces drames récurrents au pays de Longsam remettent sur le tapis le problème du port d'armes. Oui, mais vous savez, j'ai comme l'habitude de dire que quand votre avis n'est pas décisif, mieux vaut passer les choses sous silence, parce que cette affaire de port d'armes aux États-Unis est comme une philosophie qui divise l'Amérique en deux. Et je me rappelle bien que Barack Obama, pendant ses 2 mandats, a baroudé pour pouvoir trouver une solution. Mais le lobby des armes lui a mis les bâtons dans les roues avant que Donald Trump ne vienne pour les célébrer. Moi, je pense que chaque société a les résultats qu'il programme. Aujourd'hui, Joe Biden
prie Dieu. Mais qu'est-ce qui concerne Dieu dans les affaires des hommes? Ce n'est pas Dieu qui fabrique les âmes. On ne peut pas s'entendre sur le minimum, c'est-à-dire ce qui divise les Américains, ce qui divise les Américains n'est pas plus fort que ce qui les unit. Aujourd'hui, quelle est l'éducation qui puisse permettre de sauvegarder la vie humaine? C'est ça la véritable interrogation. Parce que en un an aux États-Unis, au bas mot, il y a 20 fusillades. Et aux États-Unis, il y a des gens qui meurent. Merci à vous, Boris Tougan. Nous sommes tenus par le temps. Dernière escale de cette émission, les potins de la toile. Emel Guérin, la toile qui a été endeuillée cette semaine par le décès de Guy Enescao, le talentueux et célébrissime conteur, acteur, comédien. Ah oui, il a longuement lutté contre la mort. Paix à son âme, je le connais personnellement. Comme on le dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Nous venons de Dieu, on repart à Dieu. Et c'est là où je profite pour faire un clin d'œil à mon ami Tougan pour dire je ne suis pas d'accord quand on me dit que rien ne concerne Dieu dans les affaires des hommes. Biden ou aucun homme, aucun président n'a jamais créé un humain, c'est Dieu qui crée. Donc tout concerne Dieu en réalité parce que nous sommes dans un système... Quel souvenir gardez-vous de Enescao? Le souvenir, c'est quelqu'un très gentil, très accueillant. J'ai eu la chance d'aller chez lui une fois, dans sa maison, son domicile, on avait mis à mener. Il nous a mis reçus, il était très affable. C'est ce que j'ai pu garder. Quand il vous voit dans la rue, il vous reconnaît tout de suite, il vous salue gentiment. Et malheureusement que dans notre pays, il n'y a pas des mécènes lorsque quelqu'un qui a fait rire le peuple béninois pendant toutes ces années et qu'il a crié, vous vous souvenez, il a crié à l'aide, il a demandé de l'aide plusieurs fois, mais il n'en a pas eu, ces aides ont été insuffisantes. Et puis, ces aides ont été insuffisantes. Voilà, la mort l'a fauché aujourd'hui et je dis paix à son âme. Boris Tougan, le célébrissime Enescao, a tiré sa révérence. Je m'incline devant la mémoire d'un baron de la dramaturgie béninoise parce que Enescao a levé très haut le drapeau du Bénin en matière d'art de scène. Et moi, au début de ma carrière, je l'ai côtoyé parce que il était sur les planches au Centre culturel français. Et un homme toujours disponible, très gentil. Malheureusement, nous n'avons pas un dispositif qui puisse permettre aux hommes de culture d'être à l'abri de ces désagréments. Parce qu'il a souffert jusqu'à sa mort d'une insuffisance rénale. Doublé d'un cancer. D'un cancer qui était en phase terminale. Et si le système était bien nulé, il aurait pu être pris en charge plus tôt. Et on aurait pu éviter peut-être cette perte énorme et regrettable. Donc, pour moi, un artiste ne meurt pas parce qu'il a laissé ses œuvres. Justement, paix à l'âme de Guy Enescao. Club Média 7 de ce jour a reçu pour vous Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Merci. C'est moi. Avec nous également, c'était Emel Guérin, journaliste politique, consultant en communication et gestion de crise. Merci à vous. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi prochain à 22h30. À bientôt.